Les funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. Laissez-moi finir, laissez-moi finir. Les allocations chômage nous appartiennent. Les allocations familiales nous appartiennent parce que nos parents n'ont pas travaillé comme des chiens sur les plantations de coton et de sucre pour nous entendre dire ce genre de discours. Puisque vous voulez votre émancipation, eh bien, refusez les aides. Nous avons droit à ces aides. Laissez-moi finir. Non pas parce que nous sommes français, non pas parce que nous sommes français, mais parce que nous avons subi la négation depuis tantôt. Hotep, Shalom, Salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que le génie musical au bout des doigts de Jacob de Varieux. Ou que l'ignominie injustice qui entoure le nom de chlordécone. Bienvenue dans votre émission, Les Funérailles des Tabous, émission qui, en ayant parfaitement conscience que l'arme la plus puissante du dominant, c'est l'esprit du dominé, s'évertue à permettre à un maximum d'afro de se dominer par les émotions, de se dominer par l'esprit, afin de mieux dominer son destin. Et ce, dans l'optique de pouvoir répondre à l'injonction que nous impose France Fanon, à savoir participer à la renaissance de la communauté afro par l'excellence. Autrement dit, très loin de la passivité et encore plus loin de la victimisation autodestructrice. Je ne cesserai de le répéter, votre soutien nous est vital et nous vous remercions de nous l'apporter par vos likes, par vos partages, par vos commentaires constructifs, ainsi que par votre poche, par votre concours financier. Il en va de notre indépendance. C'est le prix de la liberté, vous l'avez bien compris, et nous en sommes ravis, et vous savez que le meilleur reste à venir. Mais avant de parler de l'avenir, nous allons parler du présent. Et aujourd'hui, nous allons aborder une thématique ô combien sensible. Et Dieu merci, nous avons des pontes, nous avons des cerveaux qui vont pouvoir nous éclairer, qui vont pouvoir parler, avoir une parole fine, précise, très loin de toute démagogie. Pour mener cette thématique, j'ai la chance, l'honneur d'être accompagné de notre chef d'orchestre de la production, Philippe Fabignon. Bonsoir, bonsoir Herman, ou bonjour pour ceux qui vont regarder la vidéo de la journée. Merci encore pour l'invitation, où je me suis invité moi-même. Je vais également vous présenter l'homme que j'apprécie présenter, notre Frédéric Douglas de la rhétorique, frère Mbeko. Merci pour la présentation. Et notre frère cofondateur de la Neo Chaos School, qui a des conseils, les yeux perçants et des conseils financiers qui ne le sont pas moins, qui met vos neurones au service de votre compte en banque, au service de votre foyer, au service de votre avenir financier, Loïc Montlouis. Merci pour cette présentation Herman et bonjour à tous, c'est un plaisir de partager le plateau avec vous. Merci à vous. Alors, avant de vous présenter nos nobles invités, comme de coutume, je vais planter le décor autant que possible. La boucherie, c'est le nom que l'on associe à la Première Guerre mondiale. Des dizaines et des dizaines de millions de morts. Mais au milieu de cette montagne de cadavres, un principe a émergé des textes de loi, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Principe qui est encore écrit au papier crayon et qui a été écrit à l'encre indélébile au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le positionnant comme un principe de base pour permettre une égalité des peuples aux quatre coins du monde. Eh bien, ce principe semble se heurter à une réalité qui nous est chère, qui nous émeut, et une réalité dite antillaise. Quand on entend des noms comme le chlordécone, quand on se souvient de certaines analyses posées par un Aimé Césaire qui évoquait une forme de génocide par substitution, on se pose la question de l'application de ce droit sur ces sols, que ce soit à la Guadeloupe ou en Martinique. Donc, pour y répondre, pour savoir si le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes peut-il s'appliquer aux Antilles, qui est la question du jour, nous avons sur notre plateau la présence de Lilith. Bonjour, Charles, merci. Je t'en prie, sois la bienvenue. Merci. Et nous avons en direct, c'est la magie du direct, la magie de la technologie, un homme que vous connaissez sûrement, si en tout cas vous êtes éclairé, vous penchez un tant soit peu sur ces
problématique. Monsieur Élie Domota. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de nous accorder votre temps et nous savons que nous allons faire une émission d'anthologie. Alors, sans plus attendre, est-ce que vous pouvez, que ce soit Madame Lilith ou Monsieur Élie Domota, nous évoquer l'état des lieux des Antilles, en tout cas de ce que vous en connaissez, s'il vous plaît? Je vais laisser la parole à Monsieur Domota. Et moi qui allais dire aux dames. Non, alors, la Guadeloupe est une colonie française. Les Français ont débarqué en Guadeloupe en 1635, dans le nord de la Basse-Terre, à Sainte-Rose. Et ils ont commencé à massacrer les Indiens guadeloupéens, les premiers habitants de l'île. Et ils ont mis les Kalinago en esclavage. Et voulant développer la fabrication du sucre, ils ont déporté pendant des siècles des millions d'Africains sur les terres de Guadeloupe. Et ça s'est fait avec la bénédiction de l'Église catholique, que ce soit des chrétiens, des protestants, que ce soit des juifs, enfin, tout le monde s'y est mis. Puisque nous avons la particularité, nous, Guadeloupéens ou Martiniquais, d'avoir subi toutes les souffrances de l'humanité. Puisque nos ancêtres ont été esclaves des arabo-musulmans, et nos ancêtres ont été esclaves des chrétiens, des protestants et des juifs. Donc, nous représentons certainement peut-être la souffrance du monde, puisque nous sommes issus quasiment d'êtres qu'ils ont essayé de fabriquer sans âme, sans conscience, sans religion, sans spiritualité, sans histoire, sans peuple, puisque quand vous êtes sur l'habitation plantation, vous n'êtes plus considéré comme un être humain, mais vous êtes un meuble. Un meuble. Alors, une petite parenthèse, hein, la France, c'est le seul pays qui a aboli 2 fois l'esclavage. En 1794, l'esclavage a été aboli à l'avènement de la République en France, après 1792 et après le soulèvement des esclaves en Haïti. Et puis, la République a rétabli l'esclavage. Je dis bien la République, puisque quand on écoute à l'Assemblée nationale, on nous vante les vertus de la République, liberté, égalité, fraternité, patiti et patata. En 1802, la République française va rétablir l'esclavage en Guadeloupe. Et du jour au lendemain, les Guadeloupéens, citoyens français, vont être déchus de la nationalité française. Alors, quand nous, ici en Guadeloupe, on entend parler de déchéance de nationalité, toutes ces choses-là, on sait ce que c'est. Parce que nous, la déchéance de nationalité, ça nous a emmenés à l'esclavage. Jusqu'en 1848, où l'État français, la République française, va promulguer une loi en 1849, et loi qui va prévoir l'indemnisation des propriétaires d'esclaves puisqu'ils ont perdu leur cheptel, en l'occurrence leur main-d'œuvre gratuite, les esclaves. Et donc, c'est comme ça que la société dite post-esclavagiste va voir le jour en Guadeloupe. Esclave la veille chez un esclavagiste, et le lendemain, salarié chez le même esclavagiste, mais devenu ton patron. Et si par malheur tu refusais d'aller travailler, tu étais arrêté pour vagabondage. Voilà un peu la situation. Et pour finir de brosser le tableau, à l'abolition de l'esclavage en 1848, quasiment 90% des personnes libérées
des personnes affranchies, sont nées en esclavage. Donc, ce sont quasiment des êtres fabriqués, sans histoire, sans mémoire, sans conscience, sans spiritualité, sans religion. Quand je dis sans religion, autre que la religion du maître. Parce que très tôt, ils ont bien compris que Maître Kalon Inago en servitude, il avait une conscience, il avait des parents, il avait une histoire, il avait une spiritualité. Ils ont très vite compris que mettre un Africain déporté en esclavage, ben, il se rebellait, il marronnait et il ne cessait de se rebeller parce qu'il avait une histoire, il avait des parents, il avait une spiritualité, il avait une histoire, il avait des pensées. Alors, qu'est-ce qu'ils ont organisé? Ben, ils ont organisé un élevage de nègres. Et donc, l'homme servait des talons et la femme servait de couveuse. Et c'est comme ça qu'en 1848, pas moins de 90% des personnes affranchies étaient des personnes nées esclaves. Et sans être psychiatre ni psychanalyste, on voit bien la différence qu'il peut y avoir entre quelqu'un qui naît dans une plantation et qui, dès sa naissance dans le ventre de sa mère, est considéré et lui-même se considère comme un être subalterne, et celui qui est kidnappé, qui est déporté. Voilà comment la société antillaise, entre guillemets, post-esclavagiste, voit le jour en 1848. Alors, le camarade qui a présenté l'émission a parlé du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais aujourd'hui, cette revendication légitime et inaliénable bute sur l'esprit colonial de l'État français et de l'Occident en général. Parce qu'il faut bien comprendre que la fortune et le confort de l'Occident est directement lié à la colonisation et aux expéditions de l'Empire colonial français et des autres. Et c'est comme ça que tous ces grands pays aujourd'hui qui se targuent de diriger le monde et qui se présentent comme étant, comme la France, des fervents défenseurs des droits de l'homme, ne font en fait que des puissances colonisatrices qui ont pillé, violé, assassiné pour être aujourd'hui là où ils sont. Et c'est pour ça que... Oui. Excusez-moi de vous déranger, ce que vous dites est très édifiant, même si dans les grandes lignes, nous étions relativement informés de cette réalité. Est-ce qu'on doit en conclure ou en déduire qu'à vos yeux, aujourd'hui, l'Antillais reste l'esclave du descendant d'esclavagistes? Je ne prendrai pas le mot esclave, mais je dirais que nous sommes toujours atteints de ce que j'appelle le syndrome de l'affranchi. Le syndrome de l'affranchi, il est encore pire que le syndrome de Stockholm. L'affranchi, c'est celui qui était sur la plantation et qui est libéré grâce à l'abolition de l'esclavage et qui n'arrive pas à prendre conscience qu'il existe et qu'il peut penser par lui-même, qu'il peut agir par lui-même et qu'il a tendance toujours à attendre l'aval ou la bénédiction du maître pour qu'il puisse lui dire, oui, ce que tu fais est bien, ce que tu ne fais n'est pas bien. Donc, nous devons, nous, arriver à nous déshabiller de tous ces regards et avoir un autre état d'esprit de nous-mêmes. Donc, je n'emploierai pas le mot esclave, je dirais plutôt que nous devons sortir de ce que j'appelle le syndrome de l'affranchi et pour bien comprendre et donner un sens au mot. La colonisation doit être perçue et comprise comme étant un crime contre l'humanité. La colonisation n'est pas la mise en valeur de terres sauvages. La colonisation n'est pas apporter la civilisation aux populations sauvages. La colonisation n'est pas apporter la civilisation à qui que ce soit. La colonisation, c'est la négation de l'autre, c'est la déshumanisation de l'autre. Et ça, grâce à la connaissance historique, et je suis très d'accord avec ce qui a été dit en préambule, la connaissance historique, la connaissance est une arme que nous devons pouvoir utiliser pour nous faire comprendre à nous-mêmes ce que nous avons subi et faire comprendre à nous-mêmes la nécessité qu'il y a d'avancer et d'oublier, pas d'oublier, mais d'avancer
vers d'autres cieux et nous sortir sous la domination de l'État colonial français. Et le pire dans notre histoire, c'est que le bourreau, en l'occurrence l'État colonial français, il arrive à nous faire croire qu'il nous aime. Et nous finissons à croire peut-être que c'est vrai qu'il nous aime. La France ne nous a jamais aimés. La France nous a utilisés depuis tantôt pour tirer le maximum de nous, le maximum de nos terres et pour s'enrichir. Aujourd'hui, la force de la France et les richesses de l'État français lui viennent de ses possessions coloniales, lui viennent de la zone économique exclusive que nous le procurons. La France, c'est la deuxième puissance maritime au monde. La puissance de la France lui vient de ses bases militaires en Afrique et du pillage qu'elle fait au Niger, au Gabon ou bien en Côte d'Ivoire. Et nous... Monsieur de Mota, veuillez m'excuser, oui. Hein, c'est tellement intéressant que je suis astreint. Non, mais je parle beaucoup, alors je m'excuse par avance. Non, mais c'est très intéressant. Après, effectivement, on essaie de se rapprocher de la réalité d'aujourd'hui, et notamment des populations. Et avant de céder la parole à Lilith, à quel moment êtes-vous parvenu à vous libérer de ce syndrome de l'affranchi? Non, je crois que très tôt, bon, je viens d'une famille pauvre et très tôt, je crois que j'ai été sensibilisé à la misère et la pauvreté. Et la misère et la pauvreté, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, nous y sommes très sensibles, très sensibles. Toutes les inégalités qui se passent à travers le monde, nous le ressentons dans notre chair comme si c'était nous-mêmes. Et je crois que très jeune, j'ai été sensibilisé à ça. Alors, pour mémoire, j'ai fréquenté les jeunesses ouvrières chrétiennes quand j'étais petit, plus jeune, quand j'avais 10, 12, 15 ans, je ne sais plus. J'ai également fréquenté des camarades quand j'étais au lycée de l'Union nationale des élèves et étudiants guadeloupéens et qui étaient très proches de ce qu'on a appelé à l'époque le mouvement patriotique. Parce qu'il faut savoir, à l'époque des indépendances en Afrique, et à l'époque aussi de la crise de Cuba, il y avait en Guadeloupe et en Martinique un fort mouvement patriotique qui se battait déjà pour l'indépendance nationale et qui, avec ses moyens, ouvrait les yeux des Guadeloupéens sur ce qu'on appelle aujourd'hui la domination coloniale et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Très bien. En vous remerciant, chère Lilith. Alors, le trajet de la Martinique, c'est un peu sensiblement le même que la Guadeloupe. Hein. Nous, on a eu Pierre Belin d'Esnambuk qui a massacré les Arawaks et les Kalinago sur l'île avant d'y implanter des gens captifs qu'ils ont capturés en Afrique, du Bénin principalement, mais d'autres contrées, on ne sait pas, puisque en fait, ils s'amusaient à changer les noms sur les registres et nous déraciner. On a été enchaînés à fond de cale, donc l'homme qui sort du bateau une fois qu'il arrive sur l'île, n'est plus un être humain, puisque le trajet était éprouvant. Donc, on est issu de ces hommes qu'on a enchaînés et de ces femmes qu'on a enchaînées à fond de cale. Arrivé sur l'île, on a créé des fermes à esclaves. Et j'aime à dire aux gens, pour les choquer, que nous sommes une race issue de viol et que nous sommes un peuple créé dans un but économique. Ce qui souvent est très souvent occulté par les personnes, mais oui, nous n'existions pas en tant que tels. Beaucoup de personnes s'inventent des racines qu'ils n'ont pas. Nous sommes un peuple issu du viol et créé un but économique pour la manne française. Donc je rejoins M. Domota sur tout ce qu'il a dit et je le rejoins d'autant plus sur le fait que nous avons encore ce sentiment d'avoir cette mentalité d'esclave où il faut plaire au maître, il faut faire en sorte que le maître nous aime bien par rapport aux autres cousins, frères et toutes ces choses-là. Dans les entreprises, c'est la même chose. On a toujours tendance à se tirer dans les pattes et à se tirer vers le bas au lieu de se soutenir parce que nous avons une mentalité d'esclave. Et quand j'ai une mentalité d'esclave, c'est-à-dire que on n'arrive pas il y a beaucoup d'entre nous qui n'arrivent pas à se désaliéner. Et c'est un gros problème aux Antilles parce que à la sortie de l'esclavage, moi par contre je ne vais pas dire que c'est l'abolition de l'esclavage qui nous a sortis de là. Je dirais plutôt que c'est grâce à la patrie haïtienne et au combat qu'ils ont mené
et à la force de la cérémonie du bois caïman qu'on a pu se rendre compte qu'on avait la possibilité. Il y a toujours eu des révoltes sur les champs, mais très peu de personnes en parlent. Mais il y a toujours eu des révoltes. Déjà dès les années 1630, il y avait déjà des révoltes. Et donc, moi, j'aime à dire que c'est grâce à la patrie haïtienne qui nous a montré la voie qu'on a pu se constituer, qu'on a pu s'en sortir. Et que ce n'est certainement pas Victor Schœlcher qui nous a sortis des fers, c'est nous-mêmes. Et c'est parce que les Blancs se faisaient massacrer sur les plantations qu'ils ont décidé de faire une loi pour nous libérer, comme ils aiment le dire. Mais Victor Schœlcher n'est en aucun cas notre sauveur. Il n'a rien fait pour nous, d'autant plus qu'il était esclavagiste avant, il avait cette pensée-là. Et dès lors qu'il a vu que c'était un peu plus bankable de défendre les petits noirs qui sont sur les îles, il a changé son discours et a créé ce papier qu'on appelle l'abolition de l'esclavage. Je rejoins M. Domota aussi sur le fait qu'à la sortie de l'esclavage, nous avons été obligés d'avoir des carnets pour pouvoir se déplacer sur notre territoire, parce que j'estime qu'une fois qu'on y est, ben, c'est chez nous aussi. On a été totalement entravés dans notre possibilité d'évolution, à toujours nous répéter que nous n'étions rien, que nous étions des biens meubles. Et aujourd'hui, d'autres personnes vivent encore comme ça, avec ce sentiment de ne pas pouvoir faire grand-chose. Je vais prendre mon exemple, et ce n'est pas une généralité, mais c'est très souvent ce que je vois chez les Antillais, c'est que pendant très longtemps, moi j'ai cru qu'on devait reprendre le métier de nos parents. Ma mère était auxiliaire de périculture, donc encore une fois du service à la personne. Et pendant très longtemps dans ma vie, ça m'a gâché beaucoup d'années de ma vie parce que j'ai perdu ma mère très jeune. Et je suis restée dans ce truc-là où je devais suivre son chemin. Parce que si je ne suivais pas son chemin, je la trahissais. Jusqu'à ce que je me rende compte que, ben, en fait, une autre voie m'est possible. Et quand j'ai pris cette voie-là, j'ai enfin ôté toutes les chaînes que j'avais, et mentales, les chaînes spirituelles et toutes ces choses-là. Et ça m'a permis d'être la femme que je suis aujourd'hui, et de militer et de parler du chlordécone, mais pas que du chlordécone, de parler de la souffrance mentale que beaucoup d'Antillais vivent et dont ils ne se rendent pas forcément compte. On va toujours dire que les maladies mentales sont pour les personnes blanches, les personnes fragiles. Nous sommes une patrie qui a été meurtrie, qui a subi énormément de violence, et je pense qu'on doit s'en sortir, mais par nous-mêmes. Et ton point de bascule s'est opéré de quelle façon? Mon point de bascule s'est opéré à partir du moment où j'ai repris mes études. Je ne vous cache pas que la reprise d'études avec 2 enfants mère célibataire, ça a été très dur. Mais ce qui a été plus dur, c'est durant mon cursus scolaire, ce que j'ai appris. Mais qu'est-ce qui t'a motivé justement à reprendre? Ce qui m'a motivé, alors je fais une dédicace à ma grande sœur Safiatou, parce que c'est elle qui m'a dit, qui m'a donné confiance en moi. J'avais déjà perdu ma mère à cette époque-là. Et c'est elle qui m'a donné confiance en moi et qui m'a dit « mais tu avais des capacités à l'école, reprends tes études parce que tu pourras faire quelque chose ». Et du coup, elle a soufflé en fait sur les braises et ça m'a permis de trouver la confiance que j'avais enfouie, parce que le poids de la culture, le poids de la religion, le poids de tout ce qui est l'épigénétique fait que ça me bloquait, et elle a pu débloquer ce mécanisme-là. Et à partir de là, où j'ai pris confiance en moi, j'ai repris mes études, j'ai passé mon bac, et après le bac, j'ai fait une licence de sciences politiques et un master, et tout ça, je lui dois à elle. Et comment faites-vous, et là je m'adresse à la fois à toi Lilith et à M. Domota, parce que je pense qu'on est tous dans le même cas, ce qu'on reçoit c'est une émotion incroyable, on est au bord des larmes, tous autant que nous sommes il me semble. Comment faites-vous pour ne pas céder soit au goût du suicide, soit à une haine incroyable? Comment faites-vous pour épouser une forme de résilience? C'est pas facile tous les jours. Je vous cache pas qu'il y a des fois où si je m'écoute, et en plus le signe astrologique que je porte, c'est d'autant plus fort, si je m'écoute, il y a des fois où je brûle tout. Mais on n'avance pas comme ça. Et c'est pas en ayant de la colère ou en se servant que de la colère qu'on avance. Ça, je l'ai compris dans Je suis une très jeune militante, mais je l'ai compris très vite. C'est que, en fait, je pense qu'on doit donner envie aux personnes qui nous ressemblent de faire pareil. Et c'est en leur montrant que c'est possible. Et en leur montrant que, si moi j'ai réussi, tu peux réussir. Et surtout, c'est en sortant du paradigme occidental. Parce que ce paradigme, il est clairement fait pour nous enliser dans une situation où on n'en sort pas, et on a la preuve aujourd'hui. Et je pense que c'est à partir de là qu'on arrive à trouver un peu l'équilibre. Mais ce n'est pas facile tous les jours. C'est vraiment un combat de tous les jours, de remise en question qui est permanent. Merci. Monsieur Domota. Établi par des travaux
de médecins psychiatres que le Guadeloupéen ou le Martiniquais d'aujourd'hui, nous transportons en nous, dans notre ADN, des séquelles qui sont directement et des souffrances qui sont directement issues de l'esclavage. Ça, c'est un. Deux, pour rejoindre les propos de Lily. Le peuple guadeloupéen, aussi bien certainement le peuple martiniquais, nous avons développé pendant ces périodes-là une très forte résistance, des capacités de résistance exceptionnelles. Mais ces capacités de résistance exceptionnelles ont un effet pervers, c'est qu'ils nous permettent de vivre avec l'inacceptable. Tout simplement parce que nous nous disons, oui, de toutes les façons, ben ça va aller, ça va aller. Donc, même si rien ne va, mais nous gardons au fond de nous un certain optimisme qui nous laisse croire que ça pourrait aller même si ça va pas. Et ça, c'est un côté pervers de cette capacité de résistance, je dis pas résilience, de résistance que nous avons pu acquérir durant toutes ces années. Monsieur Domota, excusez-moi, oui. Pourquoi résistance et non pas résilience, s'il vous plaît? Non, pour moi, résilience, ça veut dire accepter, faire avec et ne pas essayer de changer la vie. Et pour moi, aujourd'hui, nous ne pouvons rester résilients face à l'oppression, face aux insultes, face au mépris. Il nous faut nous rebeller. Il nous faut nous rebeller et être nous-mêmes et dire à l'autre de nous respecter. L'État français ne nous respecte pas, les ministres de l'État français ne nous respectent pas, l'histoire qui est diffusée dans les écoles en France ne nous respecte pas. Tous les ministres considèrent que la colonisation, c'était une bonne chose et que la colonisation avait des bienfaits. Non, c'est inacceptable pour nous d'entendre ça. C'est inacceptable. Si je puis me permettre, bon, parce qu'il faut qu'on soit dans un peu un minimum d'interaction, sur cette notion de respect qui nous tient tous à cœur, que répondez-vous à ceux qui vous opposeraient l'idée selon laquelle pour le respect, ce n'est pas un impôt, le respect c'est un salaire. Personne ne vous doit le respect ça s'arrache. Pour être respecté, il faut être respectable. Que répondriez-vous à ce type de remarques? Mais je dirais qu'aujourd'hui, il y a un négationnisme qui n'est pas toléré et il y a un négationnisme qui est toléré. Insulter un Africain ou insulter un Guadeloupéen d'origine africaine ou indienne ou Kalinago et le traiter de toutes sortes, ben vous serez jamais condamné. Hein. La loi la loi Taubira de 2001 qui prévoit que la traite, et c'est un crime contre l'humanité, ne dispose pas de dispositions pénales pour faire condamner qui que ce soit. D'accord? Et donc, n'importe qui peut venir à la télé et à la radio mépriser, insulter les Noirs et il ne sera jamais condamné. Je ne cite pas d'autres communautés, mais si vous le faites pour une autre communauté, demain matin, à 6h30, à l'heure du laitier, vous avez la police devant votre porte. Je vous donne un petit exemple. Il y a quelques années, en 2015, il y a une communauté de blancs pays chez nous, c'est l'équivalent des Békés, c'est les descendants d'esclavagistes qui sont en Guadeloupe, ce sont aussi des Guadeloupéens, et qui prennent l'initiative d'ériger une stèle à la mémoire des premiers Blancs qui arrivent en 1635 en Guadeloupe. Alors, bien évidemment, nous jouerons au bon républicain, nous déposons un recours devant le tribunal administratif disant que c'est une incitation à la haine raciale, que c'est une apologie de crime contre l'humanité, puisque nous considérons que la colonisation est un crime contre l'humanité. Ben, nous avons été déboutés par le tribunal administratif au motif que, effectivement, sur le plan historique, ça peut choquer. Mais comme ils ne mettent pas la stèle pour commémorer l'arrivée de personnes sanguinaires qu'ils vont massacrer, ce n'est pas dit expressément dans l'acte de commémoration. Donc, il n'y a pas injure, il n'y a pas apologie d'un crime contre l'humanité. Voyez, les juges étaient noirs ou blancs? Les juges étaient blancs, puisqu'en Guadeloupe, tous les juges sont blancs. Hein.
En Guadeloupe, le procureur est blanc, les juges sont blancs, le chef de la police est blanc, le chef de la gendarmerie, les gendarmes sont blancs, tous les chefs de service sont blancs, les préfets blancs, les sous-préfets sont blancs, et la population est noire. Et au tribunal, le prévenu est noir. Donc, nous vivons dans une société calquée sur le système de l'apartheid. Ok. Monsieur Domota, vous Alors, m'entendez? oui, Pardonnez-moi, mais pour rebondir sur ce que vous dites, c'est pas un problème racial, parce qu'en réalité, même si les juges avaient été noirs, que les policiers avaient été noirs, vu que la loi française, elle est applicable de manière absolue sur le territoire d'outre-mer, ça aurait été le même résultat. Je vous l'apprends pas. ah non, 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 mais je veux simplement dire, pour répondre à la question du présentateur, euh, 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 un enfant, il grandit et vit avec des images, avec des réussites. Donc, quand il voit à la télé des personnes ou dans la vie courante des personnes qui ne correspondent pas à sa bibliothèque visuelle, eh bien, il croit qu'il ne peut que jouer au foot, jouer au basket ou faire de la musique, puisque ses idoles ne vont être que des sportifs ou des musiciens. Mais quand il voit que le préfet est blanc, quand il voit que le sous-préfet est blanc, quand il voit que le commissaire est blanc, quand il voit que tous les chefs de service sont blancs, que tous les directeurs de centres de commerciaux sont blancs, et qu'il est noir, il se dit, bon, ça, c'est pas pour moi. Alors, il va regarder plutôt les gens qui lui ressemblent. Et voilà comment on forge une bibliothèque mentale dans la tête d'un enfant. Et nous sommes dans une situation d'apartheid. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous êtes pour la mise en place d'une loi Guesso, qui pour le coup serait une loi pour reconnaître de manière efficiente et de manière effective avec des sanctions qui vont avec, l'interdiction de toute négation de crimes contre l'humanité à l'endroit des populations antillaises? Bien sûr, c'est ce qui aurait dû être fait. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous savez, l'ancien ministre des Outre-mer, M. Vigier, eh bien, il a dit que la colonisation avait des bienfaits. M. Darmanin, il y a environ 2 ans, il a dit que nous devrions remercier la République parce que la République a aboli l'esclavage, alors que la République a indemnisé les propriétaires d'esclaves. Et il faut être très clair. L'abolition de l'esclavage, comme l'a dit Lilith, ce n'est pas un acte d'humanité, c'est un acte politique, économique. C'est un acte politique pour calmer tous ceux qui se rebellaient sur les plantations, et c'est un acte économique et politique pour pérenniser la domination blanche pour toujours. Puisque quand on indemnise les propriétaires d'esclaves et qu'on jette à la rue les milliers de personnes sans revenus, sans mémoire, sans histoire, eh bien, on forge une nouvelle société dans laquelle ils seront soumis. Et cette nouvelle société, c'est la société dans laquelle nous sommes. Une société qui est toujours construite sur des rapports de classe et de couleur de peau. Au sommet de la pyramide, les blancs pays, les béquets et les Européens français blancs, et en bas de la pyramide, des Guadeloupéens d'origine kalinago, africaine et indienne. Voilà la réalité de la société guadeloupéenne. Mais Monsieur Domota, est-ce que, d'après votre expérience, la majorité des Guadeloupéens ou des Martiniquais sont au courant qu'à l'abolition de l'esclavage, leurs aïeux n'ont pas été indemnisés, mais uniquement les propriétaires? Tout le monde le sait aujourd'hui. Tout le monde le sait. Et selon vous, qu'est-ce qui manque du coup à la population qui est au courant et qui a accès à ces informations pour vraiment, comme vous l'avez dit au début, prendre le chemin du marronnage et se tourner vers autre chose? Mais justement, après 400 ans de domination et d'esclavage, après être né sous esclavage et on vous a inculqué une religion, une culture, on vous a inculqué d'être un être soumis, faut pas oublier que ça fait, je sais pas, très peu, enfin, quand on regarde la longueur de l'esclavage, l'abolition de l'esclavage, c'est 1848. Il n'y a pas si longtemps, hein. Il n'y a pas si longtemps. Donc, je crois que faire prendre conscience à nos compatriotes de la nécessité de connaître l'histoire
mais de la nécessité de s'approprier cette histoire, non pas comme un élément de vengeance, mais comme un élément de revendication et de libération. Ça prendra le temps qu'il prendra, mais il faudra le faire. Il faudra le faire. Permettez-moi de revenir sur une question que le présentateur a posée à Lilith et à laquelle je n'ai pas répondu. C'est est-ce qu'il y avait en nous de la haine? Tous les sentiments nous traversent, mais nous comprenons la souffrance du monde. Et je crois que, étant des enfants issus de la souffrance des viols, des vols, des déportations et de l'esclavage de la domination, nous avons en nous beaucoup d'humanité. Beaucoup d'humanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on voit ce qui se passe à Gaza, quand on voit ce qui se passe en Cisjordanie, quand on voit ce qui se passe en République démocratique du Congo, quand on a vu ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, toutes ces choses-là, ça nous touche comme si c'était nous. Comme si c'était nous, parce qu'on sait ce que c'est que la souffrance, que la déportation, que l'esclavage et les tueries de masse. C'est en nous, on ne sait pas pourquoi, mais on le vit comme si c'était nous. Et le fait qu'on le vive de cette façon-là, quel impact ça a sur notre quotidien aujourd'hui? Pardon, ouais. Est-ce que ça nous met dans l'inaction ou est-ce que ça provoque un manque de confiance? Mais c'est ce que je disais, c'est la médaille à deux faces. Alors, ça nous donne la force pour nous plonger dans notre histoire et pour nous rebeller. Mais des fois aussi, comme on dit chez nous, on se dit, ouais, mais Paul pas ni raison, Ravette pas ni raison devant Paul. Et donc, on se plonge dans le défaitisme et on dit de toutes les façons, on va pas y arriver. On n'est pas suffisamment fort et puis on baisse la tête. Et le système, il est organisé pour nous faire baisser la tête et pour ne pas nous rebeller. Mais aujourd'hui... C'est ce que je voulais vous dire, M. Domota, je me permets de vous couper. Il me semble que vous avez eu un poste à la NPE, il me semble. Je suis directeur adjoint d'une agence pour l'emploi. Maintenant, Force Travail. Voilà, qui, à mon sens, fait aussi partie de ce fameux système que vous décriez. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces aides, qui sont pour certains des acquis, n'ont pas, entre guillemets, pour vertu, pour certains, de maintenir une certaine colère et surtout d'instiller une peur de perdre quelque chose, ce qui fait que personne ne bouge. Et là-bas, effectivement, vous qui êtes dans ces institutions systémiques, je suis étonné que vous y travaillez en même temps que, indirectement, ça soit aussi l'outil pour maintenir le calme dans les populations. C'est juste là, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ce que vous dites et ce que vous faites? Non, du tout. Non, du tout, du tout. Je crois qu'il faut savoir déterminer et bien cerner son terrain de lutte. Le travail d'un agent pour l'emploi, c'est de faire l'intermédiation entre l'offre et la demande. Et l'agent pour l'emploi, il travaille au service de l'intérêt général, il ne travaille pas pour l'État français. Parce que si on raisonne comme ça, 99% des structures privées touchent de l'argent public. Les chaînes audiovisuelles touchent de l'argent public. Les chaînes audiovisuelles et les agents ont des exonérations de charges. Donc, on pourrait dire que tout le monde travaille avec de l'argent public. Donc, ah ouais, mais vous savez, concrètement, M. Domota, vous savez que certaines personnes, il y a un taux de chômage très élevé, l'un des plus élevés, d'avoir toutes ces aides. On est sous perfusion. Mais les aides, c'est de quoi vous parlez? Les aides de quoi vous parlez? Que ce soit les aides sociales, que ce soit le RSA, que ce soit les APL. Non, mais il faut être clair. Aujourd'hui, si la France est un grand pays, c'est grâce à nous. Mais malheureusement, nous ne savons pas. La France... On profite de... D'accord. Non, mais voilà. La France, la plus grande entreprise française, c'est Total. Et pourtant, la France n'a pas de pétrole. Elle le prend au Gabon et au Nigeria. La France est le deuxième pays, je crois, producteur ou consommateur de chocolat. Elle prend son cacao en Côte d'Ivoire. La France est le premier producteur de centrales nucléaires au monde.
et elle prend son uranium au Niger. La France est la deuxième puissance maritime au monde. Grâce à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, les îles australes, etc. La France a la deuxième plus grande réserve de zone économique exclusive au monde, grâce à ses possessions coloniales qui lui donnent des richesses marines, des richesses sous-marines et des positions géostratégiques. La France est le cinquième. Non, ce que je veux dire par là, c'est que la France ne nous donne aucune aide. La France ne nous donne aucune aide. Ce que nous procurons à la France n'a pas de prix et la France nous maintient dans l'asservissement, dans la médiocrité pour continuer à nous faire croire que sans elle, nous ne sommes rien. Et pourtant, c'est le contraire. Sans nous, la France est un pays du même niveau que le Portugal. Monsieur de Mata, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais là vous parlez et je ressens bien votre côté indépendantiste là-dedans. Ok, maintenant, projetons-nous dans 10, 15, 20 ans, un siècle. La Guadeloupe et la Martinique ont leur indépendance. Il y aura plus, nous n'aurons plus ces aides. D'accord? Donc, oui, la France va arrêter de nous payer. Oui, mais il faudra bien cesser vous le savez aussi bien que moi, il y a la queue en chaque début de mois. Vous savez bien que il y a une partie de la population, et jamais, je ne dirai jamais toute la population, parce que j'ai trop de respect pour la population guadeloupéenne et martiniquaise. Raisonnons un homme responsable. Si nous sommes indépendants, ça veut dire que la France ne nous paye plus nos richesses et que nous gérons nous-mêmes notre pays pour produire ce dont nous avons besoin et que les bateaux qui nous emmènent du riz, des macaronis, des pâtes alimentaires et du cassoulet ne rentrent plus et que la Guadeloupe a une agriculture intégrée et complémentaire qui lui permet de subvenir à ses besoins. Que la Guadeloupe est dotée d'une souveraineté alimentaire qui lui permet de faire de l'agrotransformation et de nourrir sa population, comme tout pays qui se respecte. Ce que je vous dis, M. Domota, c'est que parfois, l'appel du ventre, le fait qu'on soit dans une privation, qu'on n'ait rien, c'est là qu'on a envie de se bouger. Quand on est face au mur, on trouve les ressources. Et le fait le fait d'être, effectivement, de savoir qu'on nous pille, mais de maintenir et qu'en plus, on puisse faire partie de ce système où on alimente une certaine partie de la population, personne ne bougera. Ça me semble logique. Si je peux me permettre, je pense qu'avant d'aller dans ce que vous dites là, il faudrait déjà qu'on sorte d'une certaine léthargie. Et comme on a tendance à le rayer, il y a beaucoup de personnes chez nous qui ont encore des chaînes mentales qui pensent qu'ils ne peuvent pas le faire. D'abord, il faut d'abord nous donner confiance en nous avant de nous juger, de nous dire oui, vous vivez des aides. En fait, vous avez un discours, je trouve, très colonialiste. Dans le sens où les aides qui sont aux Antilles, c'est les mêmes aides que les gens de la Sarthe ou de la Meuse touchent aussi. Pourquoi, quand c'est les Antilles, on dirait qu'ils n'ont pas le droit? Sachant que tout l'argent que la France pille aux Antilles, tout l'argent que la France se fait avec cette zone économique, les aides que nous avons, ce sont des droits sociaux, des acquis sociaux. Mais j'entends ce que vous dites, mais je pense qu'avant d'aller vers ça, justement, il faut qu'on puisse donner à la population cette fierté d'être qui elle est et cette envie et cet élan de vouloir faire autre chose, de devenir autre chose. Et ça passe d'abord par le mental. J'aime à rappeler qu'à la sortie de l'esclavage, aucun de nos parents, de nos aïeux, n'ont suivi de réparation, il n'y a pas eu de psychologique, il n'y a même pas eu de réparation financière, alors que symboliquement, ça aurait fait quelque chose. Les seules personnes qui ont été réparées financièrement, ce sont les béquets. Les nôtres n'ont rien reçu. On leur a juste dit qu'ils sont libres. On les a laissés partir comme ça. Je finis avec tout le mental, que ça implique, qu'ils ont transmis à leurs parents, qu'ils ont transmis encore à leurs parents, que moi-même j'ai reçu, que je suis née en 87. Donc avant de venir nous dire oui, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, qui nous répare ici? Personne. Alors déjà pour le coup, que j'ai une mentalité colonialiste. Non, j'ai dit le discours. Le discours colonialiste. Écoutez bien ce que j'ai voulu vous dire. Que je n'aime pas. Comme dirait une certaine personne qui se reconnaîtra, vous n'avez pas tout compris. Vous n'avez pas compris ce que je veux vous dire. Et je vais vous expliquer. Ce que je veux vous dire, moi, là, c'est que dans tous les cas, oui, il faut aller vers une émancipation. Et parfois, la Creuse ou la Meuse ne demandent pas leur indépendance, à ce que je sache. Quand on veut, à un moment donné, faire une rupture, je pense qu'il faut la faire
net. Alors, Et alors, très bien. d'où doit venir le déclic? Est-ce qu'il doit venir du peuple ou est-ce qu'il doit venir alors, du je nez suis de pas l'État d'accord. français? Je comprends tous ces Sur gens. ça, d'accord. Laissez-moi Je finir, peux. laissez-moi Mais finir allez-y. mon argument. Parce Et que je j'ai peux. des choses à Et rajouter je peux. aussi. Ce que je veux vous dire, c'est que oui, de la réparation. Si je peux. Oui, le constat de tout ce qui a été, tout ce dont on a souffert. J'en suis conscient, je ne dis pas le contraire. Maintenant, je dis que si on continue, d'un côté, j'ai mal, mais de l'autre côté, je tiens la corde qui m'attache encore, mais à un moment donné, j'aurais du mal à pouvoir aller vers cet objectif qui est de prendre ma souveraineté. C'est ça ce dont je vous parle. Alors, je vois où est-ce que vous histoire voulez de en venir. code qui me rattache. C'est quoi cette histoire de code qui me Monsieur rattache? Domota, je me permets de terminer mon discours et après je vous laisserai prendre la parole. D'accord. J'entends ce que vous dites. Ce que je veux dire par là, c'est que vous connaissez les structures institutionnelles qui sont établies aux Antilles pour pouvoir nous empêcher d'avancer. Est-ce que vous saviez que la plupart des gens des Antilles sont venus habiter ici avec le projet du Bumidum? Absolument. Voilà, il y a eu le Bumidum Mes parents sont venus, voilà, et en échange, on installe des personnes venant d'ici, on les installe là-bas dans des postes haut placés. Donc déjà, on envoie aux gens, aux futures générations, qu'il n'y a pas de possibilité de changement. Ensuite, tout ce qui est structure économique, tout ce qui est marché financier, justement, c'est parce que les béquets ont reçu des réparations qu'ils ont pu investir dans le foncier et dans tous les commerces qui tiennent. Nous, on n'a aucun accès à ça. Aujourd'hui, aux Antilles, si moi je veux retourner aux Antilles, et c'est mon cas, moi j'ai envie de retourner pour mettre mon diplôme à profit de ma communauté, je sais que j'aurais beaucoup de difficultés pour trouver du travail. Alors que si je n'aurais pas cette couleur de peau-là, bizarrement, je serais facilement prise. Donc, il y a plein de choses qui sont mises en place qui nous empêchent d'avancer. Et même quand on est là-bas, les crédits sont accordés pour acheter des voitures, pour le consommable. Mais quand il s'agit d'avoir des crédits pour acheter des maisons, on nous le refuse. Et là, on le voit encore avec l'affaire Pinto. Non, mais je finis. Mais justement, donc c'est pour vous dire, qu'avant de nous dire qu'il faut faire ci, il faut faire ça, il faut voir comment. Alors le constat, il faut comprendre qu'il y a des structures institutionnelles qui nous empêchent d'avancer et que nous ne pourrons pas avancer tant que les postes à responsabilité sont toujours détenus par les mêmes personnes. Et quand bien même on veut mettre quelqu'un qui nous ressemble à un poste à responsabilité, il aura des bâtons dans les roues. Et une fois qu'il sera à ce poste à responsabilité, il sera tenu en laisse par d'autres personnes. C'est ça le problème. Donc je veux bien, tout ce que vous dites, je suis d'accord, oui, il faut qu'on se libère, il ne faut pas qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Mais il faut aussi… Quand on refuse une aide, très franchement, nous, à notre échelle, quand on refuse une aide d'un grand, je sais pas, d'un industriel, bah, on se libère à un moment donné de ses lois, mais les gens le font, mais les gens se libèrent, mais qu'est-ce qu'on leur fait? On les met en prison. L'affaire O'Neill, l'affaire des grands frères, tous ces gens-là, on les emprisonne, les gens qui ont cassé les statues pour le symbolisme, on les met en prison. Donc c'est bien beau de nous dire il faut faire ci, il faut faire ça. La jeunesse, elle est mobilisée. Nous ne sommes pas nos parents, nous ne sommes pas nos grands-parents. Nous avons un autre mental. Mais là, aujourd'hui, là, ce qui nous bloque, là, ce qui nous bloque aujourd'hui, de tous nos maux, de tout ce qu'on fait. Une fois qu'on a vu les traumatismes, d'accord, on les voit, il faut qu'on avance avec ça. Mais il faut aussi voir que, structurellement parlant, il y a des choses qui sont en place pour nous empêcher d'avancer. C'est là aussi, il faut voir, il faut mettre le doigt dessus. Alors, il y a un truc, merci beaucoup. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Favignon, tu as dit d'un côté, on se bat et de l'autre côté, on tient la corde de l'aide. Je voudrais que tu expliques ce que c'est que te dire la corde de l'aide. Eh bien, écoute, si je veux, moi, à un moment donné, me dire que, comment te dire, pour avoir je vais essayer d'aller chercher une image. Je veux que mon propriétaire, si tu veux, n'ait pas une influence ou en tout cas ne puisse pas décider ce qu'il veut par rapport à la location que j'ai de cet appartement. Si à un moment donné, je vais constamment chercher ces APL, ces fameuses APL, et que je lui donne tout, ben, à un moment donné, je n'ai pas je n'ai rien, je ne peux pas, moi aussi, à un moment donné, dire oui, je m'impose, c'est moi qui paye. Non, ce n'est tu compares le combat de peuples opprimés depuis des siècles qui tentent de sortir de l'esclavage de la domination à une APL. Je ne comprends pas. Là, tu je vas aller chercher. Je continue. Je continue. Merci, je continue. Tu as réagi sur Lilith qui t'a dit que tu avais un discours colonialiste. Mon frère, elle a raison. Elle a totalement raison.
Et je t'invite à réfléchir à une chose. Les Guadeloupéens, nous sommes esclaves de l'État français depuis 1635. Et ce n'est pas le changement statutaire qui a changé notre situation. Nous sommes toujours des dominés. Et tu crois que quand on pose la revendication de l'indépendance nationale, de la pleine souveraineté, eh bien que l'État français nous dise, comme les Français le disent, eh bien s'ils ne sont pas contents, qu'ils aillent en Afrique, ou bien s'ils ne sont pas contents, on rentre à la maison. Et toutes les richesses amassées et accumulées par l'État français depuis des siècles, qu'est-ce que vous comptez faire de ces richesses-là? La France nous est redevable. Tout ce que la France possède nous appartient. Les acquis sociaux, laissez-moi finir. Les allocations chômage nous appartiennent. Les allocations familiales nous appartiennent parce que nos parents n'ont pas travaillé comme des chiens sur les plantations de coton et de sucre pour nous entendre dire ce genre de discours. Puisque vous voulez votre émancipation, eh bien, refusez les aides. Nous avons droit à ces aides. Laissez-moi finir. Non pas parce que nous sommes français, mais parce que nous avons subi la négation depuis tantôt. Alors, j'ose caresser l'espoir de ne plus entendre ce genre de propos. Nous ne sommes pas des mange-miettes. Les Guadeloupéens ne sont pas des mange-miettes. Les Guadeloupéens ne se battent pas pour des allocations. On se bat pour notre émancipation sociale et nationale. Et aujourd'hui, il est hors de question que l'État français ne quitte nos pays sans contribuer au développement économique et social de notre pays. Monsieur Domota, pardon de vous interrompre. La difficulté, comme je l'ai dit à l'introduction de cette thématique, c'est qu'elle est empreinte de beaucoup de traumas, de beaucoup d'émotions. Moi, je ne suis non, mais il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Il faut faire très attention aux mots qu'on emploie. Monsieur Domota. Parce que voici une facette aussi, nous sommes extrêmement susceptibles par rapport aux mots qu'on emploie. Et je considère que ce qu'a dit Favignon, c'est une insulte. Monsieur Domota, loin de moi de vouloir vous insulter. Je cherchais simplement... Après moi insulter mémoire les Guadeloupéens qui a gourmé pour sortir à bas domination coloniale française. Est-ce que je peux en placer une, monsieur Domota? On dit doit dire ça, vous plaît, on dit doit dire ça, vous plaît, mais il ne faut pas, parce qu'il n'y a pas parlé, dire n'importe qui. L'élite ni raison, sans discours colonialiste qu'il y a au Kaken. Monsieur Domota, on est là pour le débat et il n'y a aucune raison. Ah ouais, c'est pas un débat encore. On est là aussi pour dire que... On ne peut pas insulter le monde comme ça, mon vieux. Monsieur Domota, que ce soit Fabignon qui est Guadeloupéen ou moi qui suis martiniquais, des fois on est là pour représenter la voix de ce que certaines personnes peuvent penser. Ça ne veut pas dire que c'est forcément... On doit se respecter. On doit se respecter. En même temps. On doit se respecter. On doit se respecter. Et faire passer pour les Guadeloupéens, pour les mange-miettes parce qu'ils touchent des allocations, ce sont des propos inadmissibles. En cas comprendre-vous, mais Bamantif avait aussi. Ok, je t'en En fait, ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, ce que tu dis, tu n'as pas totalement tort, mais le discours que tu emploies, et en plus tu vis ici, mais va dire ça aux jeunes de la Traînelle. Alors, ce que je... Mais en fait, c'est ça. Tu as un discours, je suis désolée, le discours, même moi, franchement, je suis née ici, hein, mais le discours que tu as dit là, franchement, c'est insultant. C'est insultant, laisse-moi finir, s'il te plaît, après j'arrête. Mais c'est très insultant, et quand tu vois comment les jeunes vivent là-bas, tu vis ici. Tu ne vis pas là-bas, tu ne vois pas les réalités de là-bas. Donc quand tu dis oui, on peut faire ci, on peut faire ça, qu'est-ce que tu leur donnes comme boulot là-bas? Va là-bas et va vivre une semaine avec les jeunes du quartier, juste à Traînelle. Vas-y et va voir à quel point l'état des locaux, la mentalité des jeunes de là-bas. Je vais te dire ce que Lilith, j'entends, Madame Lilith, je vous entends. Monsieur Domota, regardez-moi, voilà, on va quand même, on va discuter. Ce que je vous disais par là, je vous disais que dans cette mesure, en tout cas de vouloir se libérer, que la France soit redevable, d'accord. Pourquoi dans cet élan d'indépendantisme, nous n'irions pas demander... on ne demande rien déjà. On demande indirectement, puisqu'on... Excusez-moi, au risque de vous fâcher, on demande quand même des allocations, on demande tout ça. Mais pourquoi on ne demande pas à un moment donné de... On ne demande pas. Excusez-moi, c'est une partie. Laissez-moi aller un peu plus loin, s'il vous plaît. Mais non, mais tu racontes la même chose. Mais non, mais j'allais vous donner... Regardez, quand un peuple demande une terre
qu'on lui cède et qu'elle demande à un moment donné des dédommagements, là oui, elle demande une souveraineté. Oui, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que, bien entendu, je suis d'accord avec vous, Monsieur Domota, je suis d'accord avec Lilith. Aujourd'hui, il y a le peuple guadeloupéen, le peuple martiniquais doivent demander réparation. Mais est-ce que c'est par cette manière, cette façon-là, qu'ils auront réparation? Je n'en suis pas sûr. Mais nécessairement, je ne comprends pas comment on peut résumer et réduire la préoccupation de lutte et de revendication pour l'indépendance nationale et la pleine souveraineté à des allocations. Moi, je trouve ça insultant. Je trouve ça insultant qu'on puisse réduire le combat d'un peuple à des allocations. Je trouve ça insultant. Monsieur Domota, si je peux me permettre, j'ai très peu pris la parole et j'aimerais, s'il vous plaît, partager une réflexion parce que j'estime que c'est important. L'objectif de ce média, c'est justement de créer des poches de résistance, des poches de conscientisation, de façon à ce qu'il y ait un maximum de frères et de sœurs de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, du continent africain, de la diaspora en général, pour qu'il y ait un maximum de personnes qui soient sensibilisées et qui aient les outils de compréhension des enjeux. Et l'objectif, ce n'est pas de se chamailler entre nous, parce que ça, c'est jouer le jeu de l'ennemi. L'objectif, c'est de se comprendre. Il y a des sensibilités qui sont différentes, on a des itinéraires qui sont différents, on a la même destination, c'est la liberté. Toutes les personnes qui sont ici présentes sur le plateau, avec leur sensibilité, ont la même direction, c'est la liberté. Donc déjà, il faut qu'on ait cet objectif-là en commun qui soit assumé. Et après, on a des itinéraires différents, on a des parcours de vie différents, on a des sensibilités différentes, on a des lectures différentes. Mais on a un objectif commun, c'est de se libérer, tout le monde. Donc déjà, il fallait que je pose le cadre parce que j'ai l'impression que parfois, dans les échanges qu'il y a eu, que nous étions en opposition l'un ou avec l'autre. Il n'y a pas d'opposition, il y a des sensibilités différentes. Autre point que je voulais approfondir avec vous, et ça c'est pour Lilith et M. Domota, quels sont les outils à disposition des Martiniquais et des Guadeloupéens que vous pouvez promouvoir pour les accompagner dans cette réparation psychologique, mentale dont vous parlez? C'est ça qu'il faut mettre en avant et promouvoir, de façon à diffuser cet instant de révolte, cet instant de conquête, de façon globale. Donc moi j'aimerais vous entendre sur ces propositions-là. Moi je ne parle pas de réparation, moi je parlais de propositions. Nationale et de la pleine souveraineté. Moi j'ai parlé de Je propositions. parle de l'indépendance nationale, de pleine souveraineté, je ne parle pas de réparation. À aucun moment j'ai employé le mot réparation. Oui, non, mais moi je ne parle pas de réparation. D'accord? La réparation, c'est on donne un nom à un portail, on donne le nom à une rue et on considère qu'on a fait quelque chose pour la mémoire de l'esclavage. Remise en état, restitution des terres aux Guadeloupéens et l'État français quitte nos territoires et nous accédons à l'indépendance nationale et la pleine souveraineté pour décider nous-mêmes de ce qui est bon pour nous. D'accord? Et l'État français qui a envahi nos terres et qui nous a privés de liberté et qui ne nous a pas payés pendant des siècles et des siècles et a volé et a pillé et a assassiné, elle doit financer notre développement politique, économique et social pour les siècles à venir. Voilà notre position sur la question. Et tout ce que l'État français donne aujourd'hui, c'est pour camoufler son forfait et les crimes commis. Voilà la réalité. Monsieur Domota, si vous permettez, je vais rebondir dessus en disant que, parce que le sujet, il me semble que c'était le chlordécone. Entre autres, mais pas voilà. celui-ci. Mais... que le chlordécone est juste une prolongation de ce qui s'est passé par rapport à l'esclavage et que justement, pour pouvoir nous sortir des mannes de tout ce qui nous empêche d'avancer, il faudrait déjà commencer par dépolluer les terres. À savoir que le chlordécone, et je pense que je vais recentrer le débat si vous me permettez bien, le chlordécone a été déversé… Mais pour moi, on est sorti du débat. En toute sincérité, on est resté dans l'émotion. Oui, je comprends, mais il y a des choses… en fait, on est au funérailles des tabous. Oui. Donc, je pense qu'il y a des choses qui doivent être dites pour crever les abcès. Pourquoi tu dis ça? Excuse-moi, mais j'aimerais que tu développes. Parce que précisément, je vais être un peu frontal, avec tout le respect que je dois à M. Domota. Ce que vous nous servez comme programme, c'est comme demander…
c'est comme une demande à un Père Noël. La géopolitique, la politique, ce n'est pas une demande pour obtenir ce que vous voulez. C'est par la force, le rapport de force. Un de vos compatriotes que l'on salue. Non, les gars, mais non, je peux pas entendre parler d'un discours pour l'émancipation sociale et on nous traite de Père Noël, de demande au Père Noël. Les gars, respectons-nous, Fabignon, Respectons-nous. Voilà un peuple qui se bat. Voilà un peuple qui a utilisé la lutte armée. Voilà un peuple qui utilise les mouvements de masse. Voilà un peuple qui est dans la rue, qui est réprimé sans cesse depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et on nous dit, voilà, c'est une demande de Père Noël. On nous respecte, nous, les gars. Alors, si c'est ça, je préfère... Mais non, on va arrêter et on arrête. On arrête parce que vous n'êtes pas... Ce n'est pas une discussion, ce n'est pas un débat. Commencez par nous respecter. Et moi, je considère là que c'est une insulte aussi. Élie, s'il te plaît. Non. On discutait. Non, arrêtez. Élie, arrête ça. Fini, mon vieux. Et on a discuté. Fini. Arrête ça, s'il te plaît, Élie. S'il te plaît. Là, mais comment je peux entendre ça? Là, tu n'as même pas encore entendu. Il n'a pas fini. Non, comment je peux entendre ça? Mais il faut le laisser terminer aussi. Là, quand même, il faut le laisser terminer quand même. Comment je peux entendre ça? J'exige le respect pour le combat des Guadeloupéens. Le respect, tu l'as, Élie Domota. Non, je ne l'ai pas. Bon, monsieur c'est de la caricature. Bon, monsieur Domota, moi, je ne suis pas ici pour combattre avec vous. Je vais retirer ce que j'ai dit. Vous avez raison sur toute la ligne. Je vous remercie. Grand bien vous fasse. J'espère que vos incantations se transformeront en résultats politiques. Moi, je fais partie de l'école. Bon, voilà. Mais on a arrêté vos incantations. Mais non, on a arrêté. C'est incantation. Monsieur Domota, si je peux me permettre, s'il vous plaît, avec le respect qui vous est dû et au combat de vos aïeux, il faudrait qu'on fasse un effort. Il faudrait qu'on fasse un effort de compréhension et surtout un effort d'écoute. Moi, je peux entendre votre sensibilité, elle est sincère. Et je peux entendre aussi le fait que Herman ou Philippe tiennent des propos. Il s'est déconnecté. Donc on reprend directement avec l'élite. Le chlordécone est un fléau. Pourquoi? Parce qu'il a été utilisé pendant quand même pas mal d'années. Il a été autorisé par Jacques Chirac. Il n'y a pas grand monde qui le sait, mais en 72, Jacques Chirac, ministre de l'Agriculture. Voilà, qui était ministre de l'Agriculture exactement, a autorisé avec des autorisations illégales de mise sur le marché d'un produit appelé chlordécone vendu sous le nom de Képone. Un produit qui était déjà... il n'était pas encore interdit à cette époque-là, mais effectivement, il y avait des tests qui étaient faits sur les mammifères prouvant qu'il était cancérigène. Sachant que les rongeurs sont nos cousins au niveau génétiquement nos cousins, donc ça prouvait en fait que c'était un reprotoxique et un toxique. Jacques Chirac, à l'aide du lobby de la banane, et donc lobby de la banane, qui dit lobby de la banane parle forcément des béquets, ont autorisé le chlordécone en Martinique et en Guadeloupe pour lutter contre le charançon noir du bananier. Dès 1974, les ouvriers agricoles parlaient du chlordécone et des dangers parce qu'ils se rendaient bien compte que le chlordécone était dangereux, d'autant plus que sur les plantations, ils n'avaient pas de pays et ils devaient déverser les produits à la main. Donc, ils épandaient le produit, comme j'ai dit, ils épandaient le produit à main nue, sans aucun EPI. Et donc, à partir de 1974, en fait, les ouvriers agricoles ont fait les premières manifestations. Pendant qu'en France, on parlait de l'amiante, eux parlaient du chlordécone. Mais à la différence de traitement, c'est qu'en France, les gens ont été entendus par rapport à l'amiante, et encore entendus, je mets des gros guillemets, alors qu'aux Antilles, la seule chose que le préfet a trouvé à faire, le préfet qui s'appelle Orsetti, a donné l'ordre de faire cesser les manifestations. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont nassé les manifestants et leur ont tiré à balles réelles. En quelle année ? En 1974, okay. Le 14 février 1974. Et la dernière fois, j'ai fait un discours en parlant de ça, en disant qu'ici, on parle beaucoup de Saint-Valentin, de boîtes de chocolat et de fleurs. Nous, le 1974, c'est une véritable hécatombe.
Pourquoi? Parce qu'ils Combien de ont... morts? Hum Combien de morts? Alors, il y a eu 2 morts et 10 blessés, mais en fait, c'est plutôt dans la manière dont les personnes sont mortes, en fait, qui a été choquante. C'est qu'il y a Raynor qui a été criblé de balles, un ouvrier qui manifestait, et ils ont attrapé un petit jeune qui s'appelle Georges-Marie-Louise, de 19 ans, qui était ouvrier maçon, qu'ils ont pris pour l'un des instigateurs de la marche, de la manifestation. Ils l'ont torturé. Son corps a été retrouvé avec plusieurs brûlures de cigarettes, sa mâchoire totalement ouverte et ses parties génitales totalement écrabouillées. Quand j'en parle, je tremble parce que j'ai les photos. Je les ai avec moi, les photos. Et ils l'ont jeté à la mer comme un vulgaire malpropre, quoi. Ils l'ont jeté à la mer comme ça. Et ils ont prétendu que le gars s'était noyé. Le gars à 19 ans, c'est un enfant. Donc, voilà comment sont réprimées les manifestations aux Antilles. Et ça continue, en fait, ça continue. Et c'est souvent caché. En fait, le dernier exemple en date, c'est ce qui s'est passé avec l'arrestation d'O'Neill, où il est en prison pour des causes qu'il n'y a aucune cause. O'Neill fait partie des grands frères. Il a été arrêté, il est en prison et comme aime dire mon ami qui se reconnaîtra, il est souvent vu comme... alors, le juge lui a dit qu'il était défavorablement intelligent. Et le gars est arrêté parce qu'il est trop intelligent, en fait. Voilà, clairement. Qu'est-ce qu'il faisait dans la la vie? Bonne question. Je ne sais pas parce que, comme je t'ai dit, je ne suis pas une experte des grands frères. J'ai quelques informations, mais je sais que ce sont des militants. Et qu'il s'est fait arrêter. Il n'a pas pu voir sa petite qui a été à l'hôpital pendant longtemps, si je ne me trompe pas. Et qu'aujourd'hui... En quoi consistait leur action? Leur action, en fait, consistait à aller alerter les gens, à boycotter les magasins des béquets pour protester contre tout ce qui se passait aux Antilles. Et toute cette... En fait, il y a tellement de luttes qui se mélangent les unes aux autres et eux ont décidé de boycotter les grands magasins parce que c'est toujours les mêmes personnes qui font du fric sur notre dos. Alors, c'est une thématique très riche qui nécessite quand même certaines expertises. Et figurez-vous que nous avons la chance de bénéficier de la présence d'une personne qui va nous éclairer sur précisément le rôle des grands frères. Alors, nous recevons Shango, notre expert sur la question des grands frères. Bonsoir, cher frère. Bonsoir, merci pour l'invitation. Sois le bienvenu. Est-ce que tu peux nous apporter ton éclairage autour justement de cette réalité des grands frères? Alors, l'affaire des grands frères, c'est suite aux événements qu'il y a eu en 2021. Donc, effectivement, il y a eu, par rapport à l'obligation vaccinale, ça a dégénéré. Il y a la jeunesse qui s'est mise en route. Ils ont érigé des barrages et il y a eu les émeutes qu'on a connues. À la suite de ça, il y a des élus qui ont voulu instaurer un dialogue entre des médiateurs sociaux et eux. Donc il y a une réunion qui a été faite et à la suite de cette réunion, il y a eu des arrestations. D'accord? Donc la majorité... Sans raison, en gros c'était un traquenard? Alors, au début, on n'avait pas vraiment les raisons. Okay. D'accord? Il y a eu 18 arrestations. Sur les 18 arrestations, il y a eu un mécanisme qui s'est mis en place via les médias mainstream qui expliquait que ils auraient... Alors les chefs d'inculpation, c'était qu'ils avaient soi-disant voulu extorquer de l'argent aux élus et extorquer de l'argent aux propriétaires des centres commerciaux. Il s'avère que par la suite, les élus et les propriétaires des centres commerciaux ont démenti cette information et il y a eu un communiqué où ils ont dit clairement que c'était faux. Et même les propriétaires des centres commerciaux ont dit que s'ils avaient été contactés pour ça, ils auraient refusé. D'accord. Donc j'ai essayé de faire court. Du coup, à la longue, il y a quand même eu il y en a quand même eu qui ont été libérés. Le dernier qui reste en prison, c'est effectivement Noël Defour, qu'on surnomme O'Neill. Et alors, c'était le 21 janvier 2022, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Il a fait sa dernière demande de remise en liberté. Et selon les dires de la procureure, elle l'a prolongé de 6 mois. Oui. D'accord. Elle a prolongé de 6 mois. Non, c'est c'était là, 2023. 2024. Ouais, c'est ça. Ouais, 2024, pardon. Pas le procureur, c'est le GLD qui l'a prolongé. Oui, le GLD. Le juge de la liberté de la détention. Voilà. Merci.
Et alors selon ses dires, elle le prolongeait de 6 mois, elle préférait le garder en prison parce que, sous prétexte qu'il était trop intelligent, donc on n'a pas compris, et que depuis qu'il est en prison, la Guadeloupe est calme. Ok. Voilà. En gros, c'est un potentiel leader qu'il faut maintenir à l'écart. Voilà. Alors qu'ils ont. Pour entretenir Voilà. une paix civile. Voilà. Alors qu'ils n'ont aucune preuve, le dossier est vide depuis 2 ans. Ils n'ont aucune charge contre lui, ils n'ont rien. Et c'est la loi de l'arbitraire, quoi. Voilà. Et l'instruction est terminée. L'instruction est terminée, mais il est encore en prison. Exactement. Et que sont devenus les grands frères, le mouvement depuis? Alors, il y en a qui ont repris leur vie, il y en a où on n'a pas trop de nouvelles. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait quand même un policier dans cette affaire. C'est-à-dire En fait, dans cette réunion, oui. il y avait un policier Oui. qui était aussi médiateur, qui s'entendait bien avec la jeunesse. D'accord. Et lui aussi, il a été inclus dans cette histoire. Il en a perdu son travail. Ok. Et voilà, depuis, on n'a pas de nouvelles. Surtout sur l'Hexagone, on n'a pas de nouvelles de lui, en fait. Ok. J'espère pour lui qu'il va bien. Parce qu'après, on sait très bien que la prison aussi, c'est pas facile. Surtout pour... Il se présentait à visage découvert, C'est-à-dire les grands frères? Oui, toujours. Ok. Toujours, puisque ils ont travaillé, ils ont beaucoup œuvré sur la Guadeloupe. Ils ont fait beaucoup de choses pour la jeunesse. Et la population les soutenait? Alors, ils étaient soutenus par une partie de la population, oui. Ils étaient soutenus par une partie de la population. D'accord. C'était des pères de famille. C'est des pères de famille. C'est des gens respectables. J'avais une question. Moi, j'aimerais faire un parallèle avec ce qui se passe au niveau des Antilles. Je vais mettre la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, avec ce qui se passe avec le peuple congolais. Est-ce qu'on n'a pas, entre ces deux peuples, un point en commun concernant le divertissement? Est-ce qu'on n'a pas, dans nos vies, en tant que Congolais, en tant qu'Antillais, de manière générale, une place trop grande au divertissement, qui fait qu'on a tendance à se déresponsabiliser des actions qu'on pourrait mener au quotidien, préférant le loisir, préférant les sorties, préférant la danse, préférant la musique, au lieu de répartir la place du divertissement à une place qui devrait être minoritaire et la conscientisation qui devrait être majoritaire. Moi, je fais un parallèle entre ces deux peuples. Totalement, mais tu peux le faire, je te rejoins sur ça. Après, là où je voudrais nuancer, c'est que j'ai l'impression qu'on va plus mettre l'accent justement sur ceux qui s'amusent et moins sur ceux qui se battent. Donc, à l'image du rap aujourd'hui, on met l'accent sur le commercial plutôt que sur des gens qui font vraiment des paroles conscientes. Et bien, j'ai l'impression que c'est le même système qu'ils emploient, que ce soit pour les luttes au Congo ou bien pour les luttes en Guyane, parce que je suis aussi guyanaise, pour les luttes en Martinique, en Guadeloupe et encore pour toutes les dom-toms en général. On va toujours axer sur... Tu sais, j'ai l'impression qu'on est encore dans cette vision très coloniale, cette bibliothèque coloniale où on montre l'autre que dans l'amusement, que dans les sentiments et dans l'émotion et jamais dans la réflexion. Or, il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent et très souvent, on n'en parle pas. On n'en parle pas, ouais. Mais c'est pour ça que j'interpelle les élites musicales, les élites culturelles à cesser de jouer ce rôle à chaque fois du bon chanteur, du bon danseur, et à utiliser ces tribunes qui leur sont offertes pour conscientiser les masses et pour leur apporter des informations qui parfois échappent aux masses. Je trouve qu'on est aussi responsable de cette oppression qui nous décime, parce que lorsqu'on a des moments de visibilité, on est bien content d'être dans des logiques un peu caricaturales de chansons, de danse, et on a très peu qui ont le cran de prendre la parole. Nos sportifs de haut niveau ne prennent pas la parole sur nos réalités, les artistes qui sont médiatisés ne prennent pas la parole sur nos réalités. Et moi, je fais souvent un parallèle avec les sportifs parce que en 1968, il y avait les Jeux Olympiques et on a Tommy Smith qui, avec son camarade Carlos, lève le poing en l'air par rapport au Black Panther et ils sont quand même devant des millions de téléspectateurs et ils prennent position de manière affirmée. Ils profitent de cette tribune pour attirer l'attention sur ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Et je trouve que nous, que ce soit des artistes ou des sportifs, on manque aujourd'hui ce genre d'inspiration. Alors, il y en a,
J'ai pas dit qu'il y en avait pas. Non, il y en a, je vois ce que tu veux dire, hein, je vois dis qu'on en totalement où manque. tu veux y aller. Je dis pas qu'il y en a pas. Il y en a, mais je pense que en fait, on leur donne pas de la visibilité. On leur donne pas de visibilité. Et puis, il faut dire aussi que la plupart des gens qui tiennent ces grandes boutiques de musique ou de ces choses-là, ce sont toujours les mêmes personnes. Donc, forcément, ils vont plutôt essayer de prendre des gens qui vendent, qui amènent tout ce qui est fête et tout ça. Et puis, ils vont pas aller chercher des gens qui sont conscients. On voit l'évolution de la musique aujourd'hui. Enfin, moi, juste pour écouter beaucoup de musique, je vois l'évolution et la plupart des artistes qu'on a aujourd'hui sont tous dans le même truc, dans tous de l'ego trip et toutes ces choses-là, alors qu'il y a des artistes qui ont des vraies paroles, qui ont envie de permettre à la jeunesse. En fait, ils ne vont pas juger la jeunesse, mais ils vont leur donner des matières à réfléchir et en fait, on ne les met pas en lumière. Bien sûr. Et en l'occurrence, moi, il y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle L'Homme Paille, tu vois, qui m'a soutenue pendant la marche, qui a fait tourner la marche qu'on a fait avec mon mari pour parler du chlordécone. Et ce n'est pas un artiste qui est connu ici. On connaît beaucoup Kalash, mais on ne connaît pas Paille. Et encore Paille est de ma génération. Tu vois, il y en avait d'autres avant lui, il y en avait encore d'autres avant lui, mais la plupart passent totalement sous les radars. Et le plus grand phénomène de ça a été, si je peux me permettre, c'est Eugène Mona. Bien sûr. Eugène Mona, à qui on a très longtemps tourné le dos parce qu'il faisait de la musique qui n'arrangeait pas forcément les gens, qui était soi-disant pas vendeur. Et dès lors qu'il y a eu sa mort, tout le monde s'est rappelé que Eugène Mona existait. Donc, tu vois, malheureusement, on va toujours axer sur des gens qui vendent, sur des gens qui suivent le mouvement, et puis on ne va pas axer sur les autres. Et merci de cet éclaircissement. Et quel est ton rapport, sans vouloir me montrer intrusif, à la lecture? Je lis énormément de tout. J'ai toujours aimé lire. Et j'essaye d'inculquer aussi cette envie de lire à mes enfants. Parce que très souvent, j'ai entendu, étant enfant, beaucoup d'amis comme moi, afro-caribéennes ou afro, disant qu'elles n'aimaient pas lire. Et j'ai l'impression que c'est un discours qu'on a tellement intégré qu'on y croit. Et dès lors où tu sors un peu du lot, forcément, on te met dans une case où tout ce qui est fait, toutes ces choses-là sont faites par d'autres personnes. Or, je pense que c'est universel. Il faut juste, non, c'est un peu facile de dire ça, mais je pense qu'il faut... Je pense que pour arriver à avoir envie de découvrir vraiment l'histoire dans les livres, il faut qu'on donne envie aux gens de lire. Et pour ça, il faut qu'on leur débloque cette espèce de chaîne qui se mette, cette auto-limitation, il faut qu'on la brise. Mais il faut que ce soit nous qui la brisons. Il ne faut pas que d'autres personnes viennent la briser pour nous. Il faut qu'on trouve la force. Il faut qu'on aide nos frères et sœurs à trouver la force en eux pour briser cette petite chaîne-là. Et c'est à partir de là, en fait, qu'on aura envie de découvrir l'histoire, de pouvoir avoir une espèce de relativisme par rapport à certaines choses, qu'on pourra peut-être étudier les choses avec plus de hauteur et qu'on pourra, à partir de là, mener des actions qui sont vraiment concrètes. Merci. C'est intéressant. Moi, je parlais de lecture. Tu vas directement rattacher la lecture à l'histoire. Ouais. Alors que la lecture, tu peux lire de l'économie, de la philosophie, de la sociologie, tout un tas de domaines. Pour prolonger ma question, et ensuite je cède la parole à Loïc, est-ce que tu penses que le salut d'un peuple peut se passer de la lecture comme loisir, à défaut de toucher tout le peuple, mais au moins 20 à 30% de ce dernier? Excuse-moi. Est-ce que tu penses qu'un peuple peut accéder à une émancipation sans qu'une élite ou 20% de ce peuple ne deviennent des marathoniens de la lecture? Non, je pense qu'il faut que ça se généralise. Il faut qu'on donne à nos enfants l'envie aussi. Il faut qu'on leur montre. En fait, les enfants, ils font tout par mimétisme. Je sais que ma mère a commencé à lire vraiment... Le premier livre qu'elle a acheté, ça s'appelait Le Crime de Napoléon. Elle n'a jamais eu le temps de le finir. Elle a acheté à ses 39 ans. Elle est décédée à ses 41 ans. On a eu un accident de voiture. Et en fait, elle a commencé à se demander des questions sur son histoire par rapport à ce livre-là. Et je me dis, moi j'avais déjà ce goût de lire, mais tu vois, quand je l'ai vu lire, ça m'a donné d'autant plus envie de comprendre ce qui se passait. Et je pense que les enfants et nos générations futures agissent par mimétisme comme tout autre enfant. Donc si nous, on leur montre qu'on va chercher notre histoire par nous-mêmes, même ne serait-ce qu'aller se poser des journées à la FNAC, des gens le font pour lire des mangas. Qu'est-ce qui nous empêche à nous d'aller se poser, emmener nos enfants et prendre, il y a de la littérature afro à la FNAC, on peut trouver tout ça, les emmener une journée et puis commencer à feuilleter des petites choses, leur montrer des petits trucs. Je pense que ça se fait beaucoup par mimétisme et je pense que ce n'est pas avec effectivement 30 ou 20 ou 30% des nôtres qui lisent qu'on va s'en sortir. Il faut que ce soit généralisé
Mais pour ça, il faut déconstruire le truc que le noir n'aime pas lire. Ça, c'est un truc qu'on doit vraiment déconstruire. On est d'accord. Parce que tout le monde, en fait, je pense que tout le monde peut avoir cette passion-là. Et tout le monde a envie de s'émanciper, mais parfois, les gens ne savent juste pas par où commencer, tout simplement. À mon sens, il n'y a pas d'outil plus efficace d'émancipation que la lecture. Ouais, je voulais simplement vous demander, pensez-vous que l'entrepreneuriat, l'éducation financière sont ces solutions qui peuvent à terme nous permettre d'atteindre notre indépendance beaucoup plus facilement? Je pense que oui. Je pense que oui, et je pense que même l'éducation financière, elle doit être faite très tôt. Très tôt. Après, tout dépend du vécu de chaque individu. Nos parents n'ont pas le même vécu. Il y a des parents qui sont venus avec le bimidum. Forcément, la majorité de ces parents-là n'ont pas eu cette éducation financière. Donc ça n'a pas été transmis. Et on s'en rend compte avec le recul que si ça avait été appris plus tôt, il y aurait eu beaucoup de choses qui auraient avancé en fait. Que ce soit l'éducation financière, même la lecture. La lecture, moi, je suis quelqu'un, ceux qui me connaissent, je vais avoir 50 ans, je suis quelqu'un qui détestait la lecture. Parce que je me reconnaissais pas dans beaucoup de livres qu'on me donnait. J'ai découvert certains livres, j'ai découvert une certaine bibliothèque. Et tous les jours, j'apprends. Je vais avoir 50 ans. À quel âge as-tu découvert le goût 45. de la lecture? À 45. Donc pour dire aux jeunes qu'il n'est jamais trop tard. Voilà. Pour se mettre à lire. Ouais, exactement. Et on finit jamais d'apprendre en fait. On finit jamais d'apprendre et comme il a dit, c'est jamais trop tard. Et au contraire, ça peut nous permettre aussi de travailler sur nous. Donc, merci, je pense que c'est l'un des mots de la fin le plus marquant. Il faut travailler sur nous. Si vous aviez en 10 secondes vraiment, un message à adresser à nos frères et sœurs des Antilles, en particulier la jeunesse. Je dis à la jeunesse de ne pas abandonner, de persévérer et qu'avec l'amour, on va s'en sortir. L'amour des nôtres et l'amour par nous et pour nous. Merci. Moi, je dirais à la jeunesse d'écouter ceux qui les attirent vers le haut et de ne pas écouter ceux qui sont dans la défaite et rien n'est impossible. Merci. Vu qu'on parle d'amour, moi je vais rebondir sur cette réalité. L'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Donc il faut promouvoir l'amour de notre culture, de notre patrimoine, promouvoir l'amour de nos aïeux, l'amour de nos résistants, et continuer à diffuser, à partager, à informer, à former un maximum de personnes, de façon à ce qu'à un moment donné, on puisse tous ensemble arracher notre liberté. Parce qu'une liberté, ça s'arrache, ça ne se demande pas, ça ne se quémande pas. C'est quelque chose qui se fait dans la brutalité, parce que l'autre ne nous laisse pas le choix. Donc il faut se préparer parce que c'est une responsabilité qui est lourde, d'où l'importance d'avoir une instruction, un éveil, une conscience, et que ce ne soit pas la rage ou la haine qui nous anime, mais l'amour de soi et l'amour de l'humanité. Merci. Que l'on soit aux Antilles, que l'on soit en France, que l'on soit en Afrique ou n'importe où dans le monde, oui, nos perceptions sont différentes, mais notre réalité reste bel et bien, je pense, liée. Et rendons-nous compte qu'en 2024, on a quand même la chance, effectivement, d'atteindre notre indépendance personnelle avec tous les outils qu'on a à notre disposition dans notre environnement. Et en l'occurrence, je pense essentiellement à nos téléphones, Internet. On a la possibilité de se former pour quitter ce paradigme dans lequel on a été conditionné et en épouser un nouveau. On a vraiment la possibilité de pouvoir nous projeter selon nos principes, nos valeurs et la direction que l'on souhaite donner à nos vies. Donc oui, ce n'est pas gagné. Oui, nous sommes traumatisés, mais nous ne sommes pas condamnés. Et on a la possibilité, je pense, à l'échelle de notre génération, aujourd'hui en 2024, de drastiquement changer les choses. Merci Loïc. En ce qui me concerne, je dirais, je m'appuierai d'abord sur cette tragique phrase « l'émotion est nègre ». Cette phrase qui, hélas, portée d'abord par une erreur, est devenue pour beaucoup d'entre nous une réalité. Et notre charge à notre génération, à travers ce média, à travers nos activités respectives, consiste à enterrer cette phrase. Cela suppose de prendre conscience que pour sortir de cette émotion, pour prendre en main son destin, pour accéder à l'amour propre, il faut accéder à l'amour
du livre, il faut accéder à l'amour de la connaissance, il faut accéder à l'amour de l'autocritique. L'autocritique, ce n'est pas de l'autoflagellation. L'autocritique, ce n'est pas un manque de respect. L'autocritique, c'est le moteur du progrès. Donc, l'amour de soi passe par l'amour de la connaissance, l'amour de l'autocritique. Voilà, moi, ce que je peux recommander à mes frères et sœurs des Antilles, à mes frères et sœurs où qu'ils se trouvent. Les témoignages d'aujourd'hui ont été très poignants. Ce n'était pas évident de garder la tête froide, de garder une sérénité. Néanmoins, c'est notre devoir, coûte que coûte, de garder la tête froide. C'est aussi ça, les funérailles des tabous. Tout seul, on va vite, mais c'est ensemble qu'on va loin. Et c'est ensemble autour d'une table. Quand on dit autour d'une table, c'est autour d'une réflexion collective, où on crève des abcès, où on sait que la vérité blesse pour mieux guérir, et bien qu'on peut s'élever là où nous attend notre émancipation par la rationalité avant tout. Les funérailles des tabous, c'est votre émission. Par vos likes, par vos commentaires, par vos partages, vous nous apportez votre soutien, vous nous apportez votre contribution, mais également dorénavant par votre contribution financière. Il en va de notre indépendance, il en va de notre liberté. Le meilleur restant à venir, si vous le décidez, c'est cette mission qui nous incombe et dont nous avons la charge de mener à bien. Sauf que le temps ne pardonnant pas ce qui se fait sans lui, ça prendra le temps qu'il faudra. Donc le soutien ne fait que croître. Nous comptons sur vous. Les funérailles des tabous, c'est votre bébé, c'est notre bébé. Je vous dis à très bientôt. Chers abonnés, chers frères, chères sœurs, au nom de toute l'équipe des funérailles des tabous, je tiens à vous remercier le plus chaleureusement du monde. Vous avez su répondre présent, et de quelle manière, à notre appel à participation, qui n'était rien d'autre en définitive qu'un appel à contribuer à ce devoir collectif qu'incarne cette émission. Aujourd'hui, nous avons pris conscience qu'il en va de notre liberté, il en va de la stabilité que vous nous apportiez votre contribution. Que ce soit de façon ponctuelle ou de façon mensuelle, elle est et elle restera la bienvenue. Je vous encourage à rester connectés, à rester concentrés et à garder à l'esprit que tout seul, on a beau aller vite, mais c'est ensemble que l'on va loin. Et c'est par-dessus tout ensemble, autour d'une table et en se serrant les coudes, que l'on va loin et haut, là où nous attend notre épanouissement collectif. À très bientôt. Chers amis et membres de la famille des funérailles des tabous, les funérailles des tabous ne se contentent pas d'être une émission. Elle incarne un hommage vibrant au passé de nos ancêtres afro, une lueur d'espoir pour le présent de nos compatriotes et une sauvegarde cruciale pour l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, nous vous adressons un appel du cœur. Nous devons être les gardiens de notre histoire, les narrateurs de notre propre récit. Les médias traditionnels ne le feront pas pour nous. Ils ne montreront pas la beauté de notre communauté sous sa véritable lumière. C'est à nous, pour nous, que les funérailles des tabous s'efforcent de redonner une voix, une représentation authentique et positive. Nous avons donc besoin de votre soutien financier. C'est une invitation à la mobilisation. C'est en unissant nos forces et en faisant preuve de solidarité financière que nous commencerons à écrire une nouvelle page de notre histoire. Car c'est ensemble que nous construirons un média plus équitable et fidèle à la richesse de notre communauté afro.